Alors, avant de commencer, qui a un cellulaire ici? Oui, je m'attendais à la réponse. C'est qu'on vit tout de même dans un futur qui a déjà semblé inimaginable. Dans les années 60, poser une question comme celle-ci aurait été, mon Dieu, je pense qu'on m'aurait accompagné à la porte de l'édifice pour dire « elle ne va pas bien ». Si elle pense qu'on peut avoir un appareil de communication portable sur soi, non. Hein? Les années 60, ce sont les ordinateurs centraux qui prenaient des pièces entières. Il n'y avait pas de mobilité au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais moi, j'ai un petit avantage, je suis fan de Star Trek. Est-ce qu'il y a d'autres fans de Star Trek ici? On n'est jamais seul, n'est-ce pas? Bonjour, je me sens déjà bien. Et c'est en regardant cette émission-là, cette série-là, tout au long de mon enfance, de mon adolescence, que je me suis rendu compte que c'est pas parce que quelque chose semble impossible aujourd'hui que ce sera toujours le cas. C'est juste impossible aujourd'hui, mais ça peut être le possible d'une autre époque, ou d'un autre moment, ou d'une autre situation. Et donc, c'est là que je me suis mise vraiment à réfléchir sur ce qui pouvait devenir possible. Vous le savez, ceux qui connaissent bien Star Trek, là, c'est une série qui a mis au jour toutes sortes de technologies qui, quand elles ont été présentées à la télévision, étaient parfaitement impossibles à imaginer dans la vie réelle du moment. L'écran tactile dans les années 60, 70, l'imprimante 3D également, et bien sûr, le téléphone intelligent. Je ne suis pas la seule à avoir été inspirée par Star Trek. Celui que vous voyez à côté, c'est Martin Cooper. C'est l'inventeur du téléphone cellulaire chez Motorola, qui, c'est de façon tout à fait notoire, là, je ne vous révèle pas une grande chose ce matin, qui a été inspiré par Star Trek pour développer le premier téléphone mobile. Donc, je ne sais pas s'il y a des artistes dans la salle, on a besoin de science-fiction, on a besoin de s'inspirer de ce qui n'est pas encore possible pour pouvoir imaginer que ça puisse l'être un jour. Des fois, c'est juste une question de temps. Alors, dans les années 60, 70, début des années 70, le téléphone cellulaire, c'est quelque chose qui existait donc juste à la télé, juste dans l'imagination de ceux qui ont mis sur pied ce fameux communicateur de Captain Kirk. Le communicateur de Captain Kirk était donc un signal faible dans les années 60. Un signal faible, qu'est-ce que c'est? C'est un petit signe précurseur d'un changement qui pourrait changer la donne s'il se généralisait. C'est souvent difficile à percevoir un signal faible. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Si c'était un signal fort, ce serait facile. D'ailleurs, c'est ça une tendance. C'est la grosse différence entre un signal faible et une tendance. La tendance, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on perçoit relativement aisément. C'est quelque chose qui est partout autour de nous. C'est plusieurs signaux qui vont dans la même direction. Un signal faible, c'est prototypal, c'est émergent, c'est marginal. C'est quelque chose d'un peu farfelu. C'est quelque chose, par définition, qui fait sourciller. On trouve ça intéressant, on trouve ça intriguant, mais c'est rarement quelque chose qu'on perçoit là. Ben oui, c'est sûr. On fera tout ça un jour, se balader avec un communicateur comme Captain Kirk. Si vous aviez dit ça dans les années 60, on aurait trouvé ça un peu farfelu. Pourtant, l'idée de la mobilité elle-même, elle était là depuis longtemps. C'était impossible dans les années 60 de développer un appareil mobile parce que la technologie était tout simplement pas rendue là. Mais l'idée elle-même de la technologie, on l'avait depuis des années.
Ici, vous avez un télégraphe mobile, mesdames et messieurs. 1916, on est en Première Guerre mondiale. On a besoin de communiquer sur le terrain. Eh bien, écoute, on va se trouver quelque chose qui bouge et on va le mettre dessus parce que c'est quand même, c'est quand même costaud comme appareillage. Mais vous serez d'accord avec moi que c'est un appareil mobile. C'est un appareil de communication mobile. Donc, on s'est trouvé un support. Ici, c'est un support animal. Ce n'était pas encore nous, donc, qui tenions la chose dans nos mains. Peut-être que certains d'entre vous avaient un grand-parent qui a eu une des premières voitures avec un téléphone dans la voiture. Ici, on est dans les années 40. Donc, la technologie... La volonté de la mobilité était là. La technologie s'est lentement déployée au fil des années. Parce que vous le savez probablement, votre téléphone cellulaire, c'est un ensemble de composantes qui est le résultat d'un long développement technologique de toutes sortes d'éléments différents. D'antennes, de circuits électroniques, capables de transmettre, de recevoir des signaux. Tout ça nous apparaît vraiment très normal aujourd'hui. Tout ça nous apparaît évident. Mais puisque tantôt on disait qu'on avait de la misère à trouver comment identifier la thématique d'aujourd'hui, le thread, ben c'est ça le fil conducteur. Dans les technologies, le fil conducteur, en ce qui a trait au téléphone cellulaire, c'est la miniaturisation de plus en plus de composants qui permettaient, éventuellement, en devenant plus petite et plus légère, d'aspirer à tenir sur soi un appareil de communication qui, à une autre époque, était parfaitement impossible. Mais c'est pas juste ça que ça prenait. Ça prenait pas juste de la miniaturisation, ça prenait pas juste une plus petite batterie, ça prenait pas juste de plus petites composantes, ça prenait aussi un réseau, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, vous savez, le premier appareil là, que vous voyez ici là, dans les mains de Martin Cooper, 1973. 1973. Mais c'est pas en 1973 que vous avez vu le premier téléphone cellulaire arriver dans les boutiques. Alors, c'est pour ça que je vous dis que l'innovation peut prendre du temps. Elle prend du temps, l'innovation, parce qu'elle ne s'accompagne pas, elle n'arrive pas seule, elle s'accompagne d'un déploiement de toutes sortes d'innovations qui viennent la rendre possible, bien évidemment. Au début, par exemple, il y avait un tout petit nombre de tours de réseau cellulaire, ce qui fait qu'on ne peut même pas imaginer que ce soit possible d'avoir un très grand nombre de personnes qui l'utilisent en même temps. Donc, il a fallu y aller progressivement jusqu'à ce que ça devienne tranquillement possible. Et pour ça, ben, il a fallu attendre la première génération de réseaux cellulaires. Donc, maintenant, on est habitué de dire la 4G, la 5G, vous le savez, peut-être ou peut-être pas, G veut dire génération. Donc, ici, ce sont toutes les générations de réseaux cellulaires. Je sais, des fois, il y a des mots qu'on se dit tous les jours et on se dit « Ah, mon Dieu, je ne m'étais jamais posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? » Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, mon travail ici est fait. Donc, 4G, G, c'est pour génération. Et donc, la première génération de réseaux cellulaires est apparue dans les années 80. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit, Martin Cooper a inventé le téléphone cellulaire en 1973 et il a fallu attendre tout de même qu'on puisse avoir accès à un réseau cellulaire. Et ça, ben, c'est arrivé au début des années 80. La 1G que vous voyez là, c'était même pas un réseau numérique, c'est un réseau analogique. On ne pouvait que se parler avec la voix. Donc, on ne pouvait pas transmettre d'autres types de messages. Pour ça, il a fallu attendre la 2G. Puis là, ben, la 2G, on est déjà dans les années 90. 73, 83, 90. L'innovation peut prendre du temps parce que c'est
une agglomération de toutes sortes de développements qui doivent s'accompagner les uns les autres. Donc, le signal faible des années 60 ne pouvait devenir une tendance qu'à partir du moment où d'autres innovations et d'autres technologies rendaient la chose possible. Alors, quand est-ce que le téléphone cellulaire est devenu une tendance? Dans les années 90. Alors, ça a pris tout ce temps-là pour devenir une tendance parce qu'il fallait que plusieurs signaux du même type pointent dans la même direction et rendent cette innovation-là possible. Donc, à partir de la 2G, on a pu envoyer également des messages textes et ainsi de suite. Maintenant, on se situe quelque part autour d'ici. Vous avez certainement peut-être accès à la 5G, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est répandu. Alors, on vient de voir un peu le parcours que peut prendre un signal faible pour devenir une tendance. Vous voyez, ce n'est pas un parcours linéaire, ce n'est pas un parcours rapide, c'est un parcours qu'il faut suivre, il faut essayer de comprendre les tenants et aboutissants qui accompagnent, dans ce cas-ci, une technologie, une idée. C'était une simple idée au départ. C'était une idée qui ne sortait pas de nulle part. On voulait de la mobilité, on voulait porter un fameux communicateur sur soi, mais on ne savait pas encore comment faire. Et donc, il fallait que toutes sortes d'innovations puissent converger pour pouvoir en arriver là. Alors, comment on fait pour détecter un bon signal faible? Bien, je vais essayer de vous donner mes trucs. Je vais essayer de vous montrer comment je fais, moi, pour trouver des signaux faibles. Alors, vous aurez compris que c'est une habileté qui est vraiment essentielle au métier que je pratique, donc la prospective. La prospective, c'est cette manière, donc, de se projeter dans des futurs possibles, de manière à ce qu'on prenne des décisions un peu plus éclairées aujourd'hui. En tout cas, éclairées par ces signaux-là, éclairées par ces futurs possibles-là. Je dis souvent la même chose. Si vous saviez il y a 10 ans ce que vous savez maintenant, est-ce que vous prendriez les mêmes décisions de la même manière? Ça peut sembler facile à dire. Mais non, évidemment, j'ai plus de maturité, j'ai appris des choses, j'ai vécu des expériences, je sais des choses que je ne savais pas, qui me permettent maintenant de prendre des décisions plus éclairées. Bien, c'est aussi possible de faire la même chose, non pas en s'inspirant du passé pour prendre de bonnes décisions, mais en s'inspirant du futur aussi. Il n'y a pas qu'un seul futur, il y a une multitude de futurs. Le futur n'existe pas. Le futur, tant qu'il n'est pas arrivé, n'existe pas encore. On a beaucoup plus d'agentivité qu'on le pense, on a beaucoup plus de contrôle et de pouvoir sur ce qui peut arriver. Le futur n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose qu'on peut créer, c'est quelque chose qu'on peut construire, c'est quelque chose qu'on peut bâtir. Et il y a des méthodes pour ça, c'est à ça, entre autres, que sert la prospective. Et donc, détecter des signaux faibles devient important en prospective parce que c'est, à toute fin pratique, l'art de s'intéresser à ce qui est sous-estimé. On passe beaucoup de temps, n'est-ce pas, dans nos sociétés, à s'intéresser à ce qui est surestimé. Il y a beaucoup de surenchères autour de toutes sortes de choses, beaucoup d'enflure, d'enthousiasme, d'enchantement pour toutes sortes de technologies, toutes sortes de choses, sans qu'on en comprenne toujours les tenants et aboutissants. C'est souvent suivi d'une courbe de désenchantement, d'ailleurs, qui pourrait survenir dans les prochaines années autour de l'intelligence artificielle, mais j'en resterai là sur ce sujet. Toujours est-il que ce qui est important, c'est donc d'essayer d'aller voir dans des zones moins fréquentées, d'essayer de sortir des sentiers battus, de sortir de nos fameuses bulles de filtre, de s'intéresser toujours aux mêmes choses ou de s'intéresser aux choses qui intéressent les gens qui nous intéressent. Là. Donc, de sortir un petit peu de ces bulles-là, c'est un des premiers critères. Donc, d'essayer d'aller voir au-delà de nos sources habituelles d'information, de nos sources habituelles de découverte.
d'essayer de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles avenues. Et ça ne se fait pas toujours en ligne, là. Ça ne se fait pas toujours dans quelque chose d'imprimé ou quelque chose de publié. Ça peut se faire autour de nous dans la vie réelle. Ça nous oblige, la recherche de signaux faibles, à regarder autour de nous un peu plus intensément. Parce qu'un signal faible, là, ça peut être quelque chose que vous entendez dans le métro en vous rendant à votre premier Creative Morning, là. Ça peut être quelque chose que vous voyez sur un graffiti le long d'un bâtiment en vous rendant à l'UQAM, au centre-ville de Montréal. Ça peut être quelque chose que vous voyez par hasard dans une conversation, dans un couloir, dans quelque chose qui vous sonne une petite cloche, qui vient déclencher chez vous, qui vient vous intriguer, qui vient vraiment déclencher peut-être une curiosité. Et là, ben, ce n'est que le début. Ça veut dire que c'est peut-être un signal. Mais est-ce que c'est un bon signal? Bien, il faut se poser quelques questions d'abord. Il faut se questionner sur l'influence potentielle de ce signal-là. Alors, si on revient à notre beau Captain Kirk et son communicateur, bien, la question à se poser dans les années 60, c'est qu'est-ce que ça changerait dans notre quotidien si on pouvait se balader avec un appareil de communication mobile? Qu'est-ce qui deviendrait possible? Et là, ben, tout d'un coup, il y a des choses qui nous apparaissent. On se met à se projeter justement dans ces futurs possibles-là. Alors, pour évaluer si un signal est bon ou pas, ben, il faut évaluer l'impact qu'il pourrait avoir, l'influence qu'il pourrait avoir. Donc là, on se met à réfléchir aux conséquences potentielles d'une innovation, d'une nouvelle idée, d'un prototype. Des fois, c'est des choses qui résident dans les livres, dans les séries, comme on a vu, ou dans des endroits vraiment incongrus. Alors, l'important, c'est de s'assurer de les percevoir et de les imaginer. C'est pas très sexy en affaires, souvent, d'utiliser l'imagination comme une base de décision. Mais moi, je perçois la façon dont on fonctionne actuellement de la même manière. Je trouve un peu farfelu de se baser sur des chiffres du passé pour prendre des décisions qui concernent l'avenir. On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, là. Donc, c'est un peu l'idée de prendre tout ce qui constitue les possibles, donc bien sûr, les développements du passé, ce qui rend le présent possible vient du passé, l'élan du présent, donc toutes sortes d'innovations et de tendances actuelles, et les aspirations futures. Donc l'avenir, c'est un mélange de tout ça, des développements du passé, de l'élan du présent et des tendances actuelles et des aspirations futures. Donc si on néglige l'exploration des futurs possibles dans notre manière d'envisager l'avenir et surtout de prendre des décisions qui concernent l'avenir, bien, vous comprendrez qu'on oublie d'interroger le principal intéressé, l'avenir. Donc, c'est comme si on prenait des décisions sans se projeter dans ce qui était véritablement possible et pourquoi. Donc là, une fois qu'on a regardé un petit peu notre signal, qu'on a regardé un peu les conséquences qui pouvaient accompagner ce signal-là, l'influence que ce signal-là pourrait avoir sur telle ou telle communauté, sur telle ou telle pratique, sur tel ou tel processus, bien là, on essaie d'identifier quelles opportunités pourraient accompagner ce signal-là, quelles menaces aussi. C'est pas toujours une bonne affaire. C'est pour ça que ça vaut la peine de se poser la question. Est-ce que c'est véritablement une bonne idée? Hein? Parce que sur papier, il y a beaucoup de bonnes idées. Après ça, il y a la réalité. Et il y a beaucoup d'angles morts. Hein? Dans toute bonne idée, comporte son lot d'angles morts. Donc, on essaie d'identifier également ce qui pourrait porter préjudice à certains processus, certains systèmes, certaines communautés. On essaie d'analyser tout ça pour essayer d'évaluer l'impact de ce signal-là. Et c'est un peu comme ça qu'on réussit à comprendre si on est face à un signal intéressant.
Est-ce qu'il y a d'autres signaux qui accompagnent ce premier signal-là et qui nous permettraient de comprendre le développement potentiel? Je reprends le communicateur. Vous avez vu à quel point ça a pris toutes sortes de développements différents. La miniaturisation, oui, mais le développement de toutes sortes de composantes, le réseau cellulaire, évidemment, des gens qui travaillent là-dessus. Le premier téléphone cellulaire en 1973 était une brique. C'était très, très lourd. Il fallait porter la batterie en bandoulière. Ça pesait quelques kilos. Donc, c'est pas une blague. Donc, c'était mobile, c'était portable, mais pas trop longtemps. Et surtout, la durée de vie, ça, je suis pas sûre qu'on a beaucoup innové là-dessus, mais la durée de vie de la batterie était très courte. Peut-être un peu plus longue qu'aujourd'hui, mais tout de même, si vous êtes comme moi, il y a des frustrations qui accompagnent la durée de vie de la batterie. Donc, bref, vous voyez, ça prend toutes sortes d'innovations concomitantes pour s'assurer finalement qu'un signal comme celui du communicateur, du téléphone mobile, puisse être véritablement souhaité et souhaitable. Donc, c'est la première question qu'il faut se poser quand on essaie de trouver de nouveaux signaux faibles. Sortez de vos habitudes, sortez des endroits où vous informez d'habitude pour voir venir de la nouveauté. Essayez de vous intéresser à ce qui ne vous intéresse pas d'habitude. Essayez de vous intéresser à ce qui intéresse personne. Et essayez de vous demander, de vous projeter avec ce signal-là dans un futur possible. Qu'est-ce que ça pourrait donner si tel ou tel signal, si telle ou telle habitude, processus, idée se généralisait, devenait la norme? Est-ce que ce serait bien? Est-ce que ce serait moins bien? Donc, c'est ça que je fais au quotidien et que je vous invite à faire aujourd'hui, si j'y arrive, si ça marche. Je vous ai préparé une petite liste de signaux. Donc là, c'est le temps de sortir vos téléphones cellulaires. On n'est pas en classe. Sortez-les. J'ai pris la peine de vous demander si vous en aviez un. Vous ne pouvez plus dire que ce n'est pas le cas. Donc, on sort nos téléphones cellulaires, on capte le code QR, et là, vous avez toute une liste de signaux faibles que j'ai préparés pour vous. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un signal qui résonne plus que les autres pour vous? Pourquoi? Quel changement vous voyez dans le signal que vous regardez? C'est-tu vraiment un changement ou c'est juste une amélioration? C'est juste une simple évolution? Est-ce que vous percevez dans la liste de signaux que vous avez sous les yeux quelque chose qui a un potentiel transformateur? Quelque chose qui a vraiment, pour vous, là, une graine de bouleversement possible, là, quelque chose qui pourrait véritablement changer la donne. Et là, ce n'est pas des questions rhétoriques, là. Vous allez pouvoir interagir avec moi, vous allez pouvoir me répondre et me dire s'il y a un signal qui, selon vous, là, compte tenu de ce que vous avez observé, compte tenu de ce que vous savez, compte tenu de votre appréciation de certaines choses, vous permet d'envisager un quotidien extrêmement différent. Je vous sens très studieux. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Je vous écoute. Allez-y. Moi, je dirais le numéro 3. En fait, je dirais le numéro 3. Moi, c'est vraiment l'intelligence artificielle par rapport à l'art. J'ai beaucoup d'amis qui sont artistes. Oui. Et je vais être honnête, c'est un des sujets un peu beaucoup controversé. C'est comme, oui, l'IA peut créer des trucs intéressants, mais en même temps, c'est pas vraiment intelligent. Ça sort pas de l'imaginaire. Fait que, oui, ça va créer quelque chose, mais est-ce que on tombe pas un peu dans la facilité puis on va pas mettre de côté l'imaginaire? Moi, je me tarde depuis des années à donner des cadeaux qui viennent de chez mère de serre à mes neveux, nièces, pour faire travailler leur imagination, mais de l'autre côté, ils trippent juste sur leur tablette. Fait que je dirais que moi, c'est un peu un côté qui me surlupine. Donc, numéro 3, c'était le documentaire de Brian Eno, c'est bien ça?
Donc, donc l'art génératif au sein dans ce cas-ci, d'une œuvre audiovisuelle, où à chaque fois qu'on visionne l'œuvre, c'est une espèce de version différente qu'on reçoit. Donc il y a, on applique finalement l'intelligence artificielle générative au milieu de l'audiovisuel, au contenu dans ce cas-ci. Alors, c'est quelque chose qui vous inquiète, mais est-ce que c'est quelque chose qui a le potentiel de se développer, qui a le potentiel d'avoir une influence? Là, vous voyez une influence négative. Est-ce qu'on peut voir une influence positive? Possiblement, mais au détriment de l'intelligence humaine. Au détriment de l'intelligence humaine. D'accord. Oui, allez-y. C'est vendredi matin, j'ai envie qu'on soit positif. Moi, le 4 me parle pas mal, l'appartement low-tech pour atteindre les critères de durabilité de l'ONU. On voit pas mal d'initiatives, notamment dans les écoles d'ingénieurs, un peu partout dans le monde, d'expérimentation low-tech. On remet des fours solaires, des choses où on me dit ça marcherait pas au Québec avec nos hivers, mais ou des expérimentations avec de l'eau dans le désert. Est-ce qu'on peut vivre 60 jours sans aucune ressource? Ce genre de choses. Bon, d'abord, c'est positif. Et ensuite, on va passer. C'est positif pourquoi? C'est positif parce que bon, je pense que ça vient chercher mes valeurs un peu écolo. C'est correct pour mettre nos biais au jour en même temps. C'est parfait. Et je pense aussi qu'on va quand même vers une crise humanitaire assez sanglante, une crise de l'eau, une crise des ressources. Je pense que ça sert l'humanité et donc je pense que j'ai envie d'espérer que on va voir ce genre de tendance émerger de plus en plus. On voit du low-tech un peu partout dans le monde, on voit des expérimentations, on voit qu'il y a un besoin et ça répond à un besoin. Donc. Et est-ce que ce serait volontaire si ça se généralisait ou ce serait forcé? Je pense un peu des deux. On n'aura pas le choix d'aller vers moins de ressources. De toute façon, les mines, elles vont s'épuiser. Si on commence à réfléchir de façon un peu éthique, consommer ce genre de choses, bon, ça fait un peu mal à mon humanité. Donc, un peu des deux. On n'aura pas le choix parce qu'il n'y aura plus de ressources et j'espère qu'on va aller vers une prise de conscience collective, au moins dans les pays qui ne souffrent pas de la faim pour le moment. Est-ce qu'on est capable d'imaginer un monde où la question que je vous ai posée, à laquelle vous avez souri au tout début, je vous ai demandé si vous aviez tous un téléphone intelligent, vous m'avez dit, franchement, en 2024. Est-ce qu'en 2034, on aurait répondu la même chose? Est-ce qu'en 2034, ce serait pas un peu étrange que tout le monde ait un appareil intelligent sur soi, compte tenu de la raréfaction de certaines ressources, compte tenu... Donc, vous voyez, il y a des choses qui nous apparaissent normales aujourd'hui, et le futur est toujours quelque chose d'un peu farfelu, est toujours quelque chose d'un peu étrange. Et donc, c'est de se transposer dans cette étrangeté-là, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, qui nous permet d'évaluer si un signal a le potentiel de devenir une tendance. Merci beaucoup. Et on voit des jeunes qui vont vers plus de smartphones, qui n'en veulent plus de ça. Mm-hmm. Ouais. J'ai envie de voir ça comme une tendance. Qui commence. Qui commence, oui, parce que visiblement, elle n'est pas rendue au MTLab. Alors, on a une autre personne ici. C'est pas vraiment un signal faible, mais c'est une tendance que je vois principalement dans le monde de la tech. Cet esprit que finalement la technologie va pouvoir permettre en fait de transposer l'expérience humaine dans les machines, dans les robots, dans l'intelligence artificielle, puis c'est le 7 en fait. Et ça c'est principalement un biais cognitif des développeurs en technologie qui pensent en fait l'expérience humaine dans la matière, dans la matérialité. Dans l'incarnation. Dans l'incarnation en tant que telle. Donc l'intelligence est matérielle parce que c'est le cerveau, finalement, c'est la cognition et tout ça. Alors que c'est beaucoup plus que ça, l'intelligence, en fait. Puis ça touche beaucoup l'intelligence, en fait, touche beaucoup l'imagination, a besoin d'imagination, a besoin de la mémoire, donc a besoin du passé pour penser le futur, nécessairement. Je suis philosophe en passant, en fait, c'est vraiment normal mon esprit de profondeur et tout ça. Donc pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas
un futur souhaitable, mais c'est un futur qui est possible parce que je le vois, je le perçois, je l'analyse depuis plusieurs années. Et est-ce que je pense qu'il est souhaitable, ce futur-là? Au contraire, parce que ça ne cesse de créer l'écart, en fait, entre les humains qui ne pourront pas s'augmenter pour des causes normales de manque d'argent, parce que c'est pour juste une élite, finalement, et cette élite-là qui impose leur agenda, qui impose leurs billets, qui impose leur façon de concevoir le monde. Oui. C'était un beau vendredi matin. Mais en même temps, je suis désolée d'être une éternelle optimiste, mais je sais que c'est pas répandu. Tu vas me taxer de pessimiste? Non. J'essaie juste de voir la lueur dans tout ça, parce que je suis essentiellement d'accord avec les écueils qui accompagnent cette espèce d'incarnation-là. Par contre, je trouve qu'il y a une occasion, une opportunité de sensibilisation. On n'a jamais autant parlé d'intelligence artificielle que depuis 2 ans, depuis le fameux ChatGPT, parce que c'est la première fois que les gens avaient l'impression de l'utiliser et de comprendre. Bien sûr, ils ne savaient pas que ça faisait 10 ans qu'ils l'utilisaient déjà, mais donc c'était une occasion de comprendre. Et donc, peut-être que dans l'incarnation, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la conscience aussi qui accompagne la conscience que c'est autre, la conscience que c'est en dehors de soi. Oui, mais en fait, ce qui arrive, c'est que ici, en Occident, on n'a pas le même rapport avec les robots qu'en Occident. On est d'accord. C'est une nouvelle qui concerne le Japon. Oui. Voilà. Oui. Merci. Oui. En fait, moi, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice parce que quand je regarde la liste, je me rends compte que je trouve que les signaux faibles là-dedans qui ont une chance de devenir massifs, c'est ceux qui répondent à des enjeux, ceux qui font écho à des problèmes de fond, à des vrais besoins, en fait. Donc, par exemple, quand on prend effectivement l'appartement low-tech, on a un énorme problème avec le changement climatique, donc c'est fort probable que ce type d'initiative va se développer, ou d'autres. C'est comme les solutions du moment qui sont imaginées. Ça fait 40 ans qu'on parle de problèmes climatiques. Ah oui, c'est ça. Oui, mais dans les années... Oui, mais c'est vrai que je vais avoir 50 ans bientôt. J'essaie de me dire que c'est arrivé avec ma naissance, mais non. Donc, effectivement, ça fait très longtemps qu'on en parle. Donc, il y a certains types d'innovation, parce que c'en est une. C'est une nouvelle manière de faire les choses. Donc, on brise un peu certaines règles qu'on s'est données dans la société, c'est-à-dire de s'entourer de technologies d'innovation pour arriver à nos fins. Donc, il faut un peu pervertir cette façon de penser-là, et donc de penser autrement, et ça peut prendre énormément de temps. Hein. Les habitudes culturelles d'une société sont très, très longues à transposer. Donc, c'est un signal, oui, qui répond, on l'a mentionné tantôt, là, à toutes sortes d'enjeux. Est-ce que ça veut dire qu'on va accepter de cesser de se soumettre à la tyrannie de la commodité? Peut-être pas. Mais c'est intéressant d'y réfléchir. Allez-y, continue. C'est ça, je me disais, quand je regarde par exemple le modèle agricole, pour moi c'est pareil, ça fait écho à un enjeu de fond. Les petites exploitations ont beaucoup de misère pour survivre face au système qui est fait pour les grandes exploitations. Il y a une tendance aussi d'avoir envie des communs, tout ce qu'on appelle les communs. Donc ça aussi pour moi c'est un signal faible qui peut complètement devenir une tendance. Absolument. Alors que là où je suis plus interrogative, par exemple, c'est pour tout ce qui traite justement à l'IA, par exemple. Oui. Parce que justement, je me demande, le besoin en arrière, y en a-t-il vraiment un? Ou est-ce que c'est un trip technologique que l'humain s'invente? Je ne sais pas. Donc, mais c'est ça, ce sera un petit peu la façon dont je le vois. Ben, c'est une très bonne question. Et bravo pour votre méfiance. Je pense qu'il faut toujours interroger ce genre d'enflure-là, ce genre d'enchantement-là, parce qu'effectivement, puis ça commence à être pas mal documenté, là, on se rend compte que la période d'enchantement qu'on vit autour, par exemple, de l'intelligence artificielle, elle est menée principalement par ceux qui la fabriquent, par ceux qui la mettent au jour, cette intelligence artificielle-là, par des médias, et j'ai été journaliste pendant 20 ans, donc c'est pas du tout un désaveu des médias, mais c'est un manque de connaissance de certains journalistes qui peut-être rapportent une nouvelle sans la creuser suffisamment, sans avoir
pas tout ce qu'il faut pour bien la comprendre, et certaines formes d'études scientifiques qui sont peut-être un peu biaisées malgré elles. Donc, il y a là, on est peut-être dans ce triumvirat-là qui fait en sorte qu'on se retrouve dans une espèce d'enchantement qui ne correspond pas toujours à la réalité. Mais après la courbe de désenchantement, cela dit, il y a un plateau de réalisme. Donc, il est possible que dans les prochaines années, une fois qu'on sera descendu notre ballon, qu'on trouve de réelles applications tangibles et efficaces pour des problèmes qu'on n'arrive pas à solutionner autrement. Encore une fois, désolée d'être optimiste.